fawne dakar gisi anu badan ken manu fadam khana manati kay ke yalla may ko. Bienvenue dans Brillare, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Comme vous le savez, à chaque épisode, je vous envoie du lourd, je vous envoie des parcours réellement inspirants. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme d'impact, une femme qui opère dans la sphère du cinéma, une réalisatrice. En tout cas, vous allez kiffer son profil. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Joanna Maccabi. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Moi, ça va très bien. Bienvenue dans notre podcast. Merci. On est très content de te recevoir. Ici, on est en famille, on est chill, on est décontracté. Donc, j'espère que tu vas apprécier l'ambiance. Merci beaucoup. Mais déjà, pour commencer, la première question que je vais te poser, c'est de te définir en 3 mots. Me définir en 3 mots. Waouh. Je dirais persévérante. Je dirais famille. Et je dirais voyage. Voyage, persévérante, famille. Ouais. Ah ouais, c'est quand même 3 mots qui collent dans un certain temps, qui collent un peu, mais pourquoi le choix de ces 3 mots-là? Persévérance parce que je pense que pour faire du cinéma, il faut en avoir. C'est vraiment la première qualité qu'il faut avoir. Parce que faire un film, on peut avoir l'idée un jour et faire le film dans 15 ans, 20 ans. Donc il faut vraiment tenir. Et je pense que c'est une qualité que j'ai. En tout cas, je me suis prouvé que je l'avais depuis quelques années. Et la famille, déjà parce que moi, je travaille avec ma sœur, Sonia Maccabi. On a créé une société de production qui s'appelle Sirens Films. La famille, c'est important pour moi. C'est quelque chose qui définit qui je suis. Je viens d'une famille mélangée, mixte. Mon père est congolais, ma mère est sénégalaise. Et ça en vient au 3e mot qui est le voyage. Je suis quelqu'un qui aime découvrir d'autres cultures, qui aime voyager. J'ai grandi dans une famille avec plusieurs cultures, donc voilà. Ah ben franchement c'est génial, on va sûrement revenir à ce mélange culturel que tu as. Mais justement, il y a cette phrase qui a attiré mon attention qui dit: parfois il est important de montrer la réalité, mais il est tout aussi essentiel de proposer de nouveaux imaginaires et de l'inspiration. Ça, c'est signé Joanna Maccabi. Oui, c'est une phrase que j'ai dit lors d'un interview avec Cinewax, qui est un distributeur et une plateforme de films africains. Et en fait, c'est une phrase qui définit vraiment mon travail. Je pense que j'ai grandi en France, et la plupart des films où je voyais des personnes qui me ressemblaient, c'était des films souvent très durs, très documentaires. Et moi, j'avais envie de montrer d'autres représentations, d'autres images, de faire rêver un peu les gens. Et donc, je pense que c'est important. Oui, on a des réalités difficiles lorsqu'on est d'origine africaine, ou même en général dans les familles, quand on vient d'une famille avec des difficultés. Mais je pense que c'est aussi important. Le cinéma, c'est fait pour montrer la réalité, mais c'est aussi fait pour faire rêver. Donc, c'est important de montrer aussi des bonnes représentations. On va sûrement parler de la représentation de la femme productrice, femme réalisatrice, les difficultés, etc. Mais ce mélange-là, Sénégal, Congo. Ah ouais. C'est un gros mélange. Hein. C'est un gros mélange. Ça bouge pas mal. Si différent. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, de tout ce que tu as enduré? Moi, je suis née à Paris dans le 14e. Mes parents, ils sont arrivés en France dans les années 80. Donc, c'est vraiment la génération d'immigrés des années 80 qui sont venus après les indépendances, quand l'Afrique a commencé à vraiment avoir des problèmes. Et je pense que mes parents, ils viennent vraiment de cette génération qui se mélangeait. Donc, quand ils sont arrivés à Paris, pour eux, Paris, c'était la capitale. Parce que leurs parents, à eux, ils sont nés quand leur pays d'origine était encore colonisé. Donc, pour eux, Paris, c'est la capitale. En fait, c'est même pas un autre pays, c'est pas différent. Et en arrivant à Paris, il y a des gens de toutes les origines. La plupart d'entre eux faisaient des études. Mon père, il faisait des études. Lui, il a fui le régime Mobutu. Ma mère, elle est venue pour travailler. Et en fait, ils se sont rencontrés dans le milieu des concerts congolais, de la musique. Il y avait beaucoup de grands musiciens, les Papa Wemba, tout ça, les Kofi, ils venaient à Paris aussi faire des concerts.
Et mes parents se sont rencontrés comme ça, ils étaient jeunes en fait. Et donc ils se sont mis ensemble. Et donc ce mélange, c'est un mélange qui est important et riche parce que moi, mes parents, c'est des gens qui ont vraiment une culture de l'Afrique. Ils sont vraiment panafricains. Ma mère, elle a appris le Lingala. Elle parle plusieurs langues de l'Afrique de l'Ouest. Elle parle Peul, Bambara, Soninké. Donc c'est vraiment, ils nous ont appris aussi cette culture, pas que de nos pays d'origine, mais du panafricanisme. De dire, on est des Africains, mais on n'est pas que des Africains de nos pays d'origine. On a toute une culture qui est la Côte d'Ivoire, c'est aussi notre culture. Moi, ma sœur, elle s'est mariée avec un Ivoirien, par exemple. On est vraiment plus ouest africain que sénégalais ou congolais, en fait. Mais c'est totalement beau ce que tu me racontes et justement ça devrait être ça, justement cet esprit panafricain, c'est dire que finalement on est des Africains sans compter forcément la nationalité, le pays d'origine. Bon, moi je suis, bon, pour moi pas je suis ivoirienne, forcément il faut que je finisse avec un Ivoirien et tout, mais c'est totalement beau. Et justement tu es né dans le 14e, en tant que justement enfant d'immigrés qui vient en France, quels ont été tes défis? Comment tu définis justement ton enfance? Bah, ça a été une enfance. C'est pas simple de grandir dans un pays où on n'est pas majoritairement avec des gens qui nous ressemblent. La chance qu'on a eue, et ça je remercie ma mère pour ça, c'est qu'elle nous a emmenés très jeunes au Sénégal. Elle a tout fait pour avoir les moyens pour nous emmener, et ça c'est très important parce que grâce à ça on a vu qu'on avait une grande famille et on n'était pas complexés. Quand on était avec nos camarades de classe, on disait bah nous cet été on va au Sénégal, et c'était important. Après, ce qui est très dur, c'est la langue, la transmission de la langue, parce que nos parents à la maison ils parlaient un peu français et ils voulaient aussi qu'on parle bien français. C'était important pour eux qu'on s'intègre parce qu'il y avait beaucoup de racisme aussi. Donc c'était important qu'on parle bien français, donc ils nous ont pas trop appris leur langue. Et ça c'est un regret que j'ai parce qu'aujourd'hui j'aimerais bien parler. Je pourrais parler tellement de langues du coup, et malheureusement j'en maîtrise vraiment aucune. Bon, après, maintenant, en tant qu'adulte, c'est à moi de faire le travail, mais je pense que ce qui est difficile, voilà, c'est de grandir avec plusieurs origines et que quand on arrive à l'adolescence, on a envie de ressembler à tout le monde, on a envie de s'adapter et d'avoir des difficultés. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est ma force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler avec plusieurs personnes. J'ai une culture assez riche de ces différents pays. J'ai une culture religieuse aussi. Mon père, il est chrétien, ma mère est musulmane. Ils ont gardé leur religion chacun. Et ça, pour moi, c'est une richesse aussi de nous avoir laissé choisir. Et je pense que aujourd'hui, c'est vraiment ma force, c'est de pouvoir naviguer, de parler. Je suis allée au Congo toute seule. Je vais au Sénégal régulièrement. Je travaille sur des projets au Sénégal. Et je pense que ça, c'est une richesse. Mais au début, quand on grandit, quand on est enfant, on peut le voir comme une faiblesse. Ça peut être dur. Mais en grandissant, ça s'arrange. Pour tous les enfants issus de l'immigration. Oui, justement, en grandissant, ça s'arrange. Mais lorsqu'on est justement dans l'enfance, comment faire pour surmonter ces complexes-là? Parce que moi, pour ma part, par exemple, je suis afro-italienne. J'ai vécu dans une réalité où, par exemple, tu étais la seule famille noire de la ville et il fallait que tu te battes pour que tu sois acceptée. Mais dans ce cas-là, justement, si tu devrais conseiller un petit gamin qui nous regarde ou un adolescent qui nous regarde, quels seraient les mots que tu mettras en avant pour lui dire d'avoir confiance en lui et de s'intéresser à d'où il vient? Bah moi, je vais prendre une métaphore un peu du cinéma. Je vais dire que en fait, on est des super-héros et que c'est comme les X-Men, je sais pas si tu connais, mais en fait, voilà, dans la société, dans les X-Men, il y a des mutants. Bah nous, c'est pareil, on est différents, mais on est des super-héros, on a un pouvoir, et ce pouvoir, c'est ce fait de pouvoir naviguer dans plusieurs pays, plusieurs univers, et de pouvoir parler plein de langues. Ça me touche parce que je trouve ça important. Et même si on n'est pas toujours accepté, un jour ça va être notre force. Un jour ça va être notre force. D'accord, ben Joanna, waouh. Ouais, ça me touche moi-même parce que oui, c'est dur de grandir. Et j'imagine toi aussi ton expérience en Italie, aussi un pays où il y a une moins grande population, ça n'a pas dû être facile. Oui. On fait avec. Là, c'est l'instant pleurs. Voilà, c'est l'instant pleurs et tout. Mais oui, c'est pas du tout facile. Et justement, il faut passer par un processus. Si jamais comme nous, vous avez vécu du racisme poussé, il faut passer par un processus. Aujourd'hui, j'en parle, j'en rigole, mais il y a quelques années en arrière, en fait, j'étais peut-être habitée par une colère. Mais ça, il faut en parler.
il faut se documenter et il faut se dire que forcément, on n'est pas seul. En fait, faut pas laisser la colère nous détruire nous. Faut que ce soit un moteur. Et moi, c'est ce que ça a été. Pour moi, ça a été un moteur pour faire de grandes études, pour étudier. On a vécu des injustices dans notre enfance qui ont fait que moi, j'ai voulu devenir journaliste d'abord. Et finalement, je me suis tournée vers le film et documentaire parce que j'aimais bien inventer des histoires. Quand on est journaliste, il faut quand même avoir une éthique. Mais je trouve que ça a été mon moteur de me dire il faut qu'on raconte l'histoire de ma famille, il faut qu'on raconte l'histoire de mes parents, et donc je vais le faire à travers le cinéma. Mais vous, ça peut être le rap, ça peut être aussi être avocat, ça peut être plein de choses. Mais il faut prendre cette colère et ne pas l'utiliser contre soi. Il faut l'utiliser contre les autres. Parce que si on l'utilise contre soi, en fait, il y a que nous que ça détruit. Et ça, en fait, ça rend heureux les racistes. Ça va dans leur sens, en fait. Encore, il faut prendre revanche sur la vie. Exactement. Justement, le cinéma, la passion du cinéma, ça arrive à quel moment? Ah, ça arrive jeune, hein. Bah, nous, à la maison, bon, mes parents, nous, on a grandi dans un quartier, on a grandi dans Paris, mais dans le 13e, à Glacière, dans un quartier qui était une cité. Après, c'était pas une cité plus chaude qu'une autre, mais ça restait une cité. Nos parents voulaient pas qu'on traîne trop dehors. Donc, on était beaucoup à la maison. Et à l'époque, il y avait le vidéoclub juste en bas de la maison. Et notre mère, elle nous autorisait beaucoup à aller prendre des cassettes ou des DVD pour regarder des films. Et donc ça a été mon premier contact avec les films, donc beaucoup de films américains, afro-américains notamment. Et ça, en fait, ça m'a permis aussi de m'identifier, de voir des gens qui me ressemblent, des femmes noires fortes ou des femmes, des couples, des familles qui nous ressemblaient. Et donc ça a été vraiment mon premier contact avec le cinéma. Et après, bah, à côté de chez moi, donc j'ai eu la chance de grandir donc dans le 13e où il y avait plusieurs cinémas pas très chers. Et pareil, ma mère, le seul truc qu'elle voulait bien que je fasse ou que je sorte le soir, c'était d'aller au cinéma. Et donc là, j'ai vraiment regardé beaucoup de films. Enfin, j'étais vraiment tout le temps devant la télé, MTV aussi, les clips. Moi, je suis fan des clips. On m'a jamais proposé de réaliser un clip, mais si quelqu'un me regarde, un artiste africain ou quoi, appelez-moi. Mais ouais, voilà, on m'a vraiment élevée à ça, à la télévision, les films. Et après, c'était aussi une manière de connaître nos cultures. Mes parents, ils regardaient beaucoup aussi de théâtre sénégalais ou de théâtre ivoirien, ma famille, tout ça. La base. Et en fait, nous, on a vraiment grandi en regardant toutes ces comédies-là. Et pareil, c'était des moments, c'est des bons souvenirs avec ma famille. D'aller au cinéma avec ma mère, de regarder la télé. Et ça m'a donné envie de donner ça aux autres, de donner des bons souvenirs, en fait. Donc, dès là, naît la passion pour le cinéma. Tout à fait. Et justement, comment ça a été accueilli au sein de la famille? Ah, ça c'est un discours. Ça, bon, on a une famille qui est très aimante. Mes parents, ils nous ont toujours encouragés à faire des études, mais c'est sûr que les métiers du cinéma, c'est des métiers qui sont très précaires et incertains. Surtout, moi j'ai fait des longues études parce que je voulais vraiment me former et être sûre que j'avais des connaissances et en même temps que j'avais un réseau, parce que c'est des métiers de réseau. Et moi, je connaissais personne et ma famille ne vient pas du tout de ce monde-là. Donc, c'est vrai qu'au début, ils étaient très inquiets. Ils m'ont vu beaucoup galérer quand même. J'ai beaucoup travaillé en étant très peu payée. J'ai été assistante casting, j'ai été directrice de casting, j'ai fait de la régie. Moi, j'ai fait tous les postes vraiment du monde du cinéma. Mais ça m'a beaucoup appris et c'est ce qui m'a permis aussi de me dire j'ai envie de faire de la production. Et la production, c'est ça, c'est le métier où en fait on embauche tous les postes et donc c'est bien de connaître tous les postes. Mais c'est vrai qu'au départ, ils étaient très inquiets. Ma famille était vraiment inquiète. Et là, depuis quelques années, ils commencent à voir les résultats. On a commencé à gagner des prix. J'ai commencé à voyager avec mes films. Ma sœur a rejoint le projet. Et ça a été le fait que ma sœur travaille avec moi. Je pense que ça a été parce que c'est ma grande sœur, c'est mon aînée. Donc ça a été vraiment l'approbation de ma famille quant à mon travail, ce que je fais, mon talent aussi. C'était comme me dire, ok, on croit en toi puisque même ta sœur, elle vient s'impliquer. Donc ça fait plaisir. Voilà. Très, très, très belle histoire. Moi, j'ai envie de revenir sur ton premier voyage au Congo. Ah ouais. Oh, wow. Dis-nous un peu. Alors justement, mon premier voyage au Congo, c'était pour un projet documentaire. Donc c'était un projet sur les danseurs d'un festival qui s'appelle Kinact. Okay. Ça se passe à Ndaka la vie est belle, c'est un centre culturel qui organise une résidence et chaque année ils font des défilés à Matongé Victoire qui est un quartier emblématique de Kinshasa où il y a beaucoup d'artistes qui sont passés et la maison Ndaka la vie est belle, c'est la maison qui est dans le film La vie est belle avec Papa Wemba. Et donc en fait ils m'ont invité plusieurs années à venir en résidence, mais moi j'avais honte parce que je me disais je vais pas aller dans mon pays d'origine
en premier ailleurs que chez ma famille. Donc, j'ai demandé à un oncle s'il pouvait m'accueillir. Donc, il m'a accueilli parce qu'il faut savoir que moi, mon père, il a quitté le Congo pendant la dictature Mobutu et il est très peu rentré. Il est rentré que 2 fois. Donc, voilà, c'est des histoires qui sont difficiles. Donc, c'est vrai que j'appréhendais un peu. Même ma famille, ils avaient un petit peu peur. Finalement, j'ai été très bien accueillie. Le fait de filmer des artistes, ça a été un bon prétexte pour rencontrer des gens, sortir dans la rue, parce que souvent on dit quand on va au Congo, faut faire attention, vaut mieux être dans des voitures, pas trop aller partout. Mais le fait d'être avec ces artistes-là, ça fait que j'ai pu être dans la rue, j'ai pu les filmer dans la rue, rencontrer les gens, voir les sapeurs, voir les artistes. Et vraiment, ça a été un beau voyage parce que je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on raconte sur l'actualité du Congo, donc moi c'était il y a quelques années, hein, c'était 2019-2020, donc c'était quand même, c'est récent, mais c'était avant Covid quand même. Mais voilà, ça reste récent et c'est vrai que avec tout ce qu'on raconte, l'actualité, je me suis rendu compte que le Congo, ça reste un pays riche avec beaucoup d'artistes, une grande culture et des gens qui se battent et qui quand même continuent à créer, font plein de trucs et je pense qu'on parle pas assez de ça. Et ça m'a vraiment donné envie de garder un lien et de travailler avec ces artistes. Aujourd'hui, j'ai des liens encore avec ces artistes-là. Et je pense que c'est important dans ma pratique d'être en lien avec plein de gens comme ça, aussi de mon pays d'origine. Et justement, comment se porte le cinéma congolais? Franchement, il se porte bien. Moi, j'ai vu passer pas mal de super documentaires ces dernières années. J'ai un ami, Nelson Makongo, qui a fait un super film qui a été primé dans plusieurs festivals sur les coupures de courant à Kinshasa. Il y a plein de jeunes réalisateurs qui se battent et vraiment, voilà, c'est difficile. C'est des coproductions avec l'Europe. Souvent, c'est quand même réalisé de manière assez précaire pour les réalisateurs. Ils sont pas forcément payés à leur juste valeur, je pense. Mais ils se battent et c'est le plus important et ils continuent à montrer leur pays. Et je pense que le cinéma congolais, il faut investir, il faut croire en nos talents, mais le cinéma congolais, je pense, a de beaux jours devant lui parce qu'il y a des gens qui veulent faire des films. On va sûrement revenir sur ça, mais avant, je vais te faire voir une petite vidéo de tes productions et après on en parle. Ça marche. Alors bonjour, je m'appelle Johanna Maccabi, je suis réalisatrice et productrice. Et du coup, je suis en résidence à Célé-Bayonne pour mon projet de recherche Nostalgie d'une actrice noire sur l'actrice Missy Thérèse Diop, qui est la première actrice sénégalaise à avoir joué dans un long métrage, La Noire 2 de Ousmane Sembène. Donc voilà, on a vu l'extrait de cette vidéo. Tu faisais quand même la recherche d'une dame bien connue au Sénégal. Donc, est-ce que tu veux nous en parler? Ah oui, alors en fait, j'ai entamé en 2019 aussi un projet de documentaire sur la première femme actrice dans un film sénégalais. Donc c'est le film La Noire 2 de Ousmane Sembène, qui était considéré depuis longtemps comme le premier long métrage d'Afrique de l'Ouest francophone, parce qu'à l'époque c'était au moment de l'indépendance et les réalisateurs n'avaient pas le droit, enfin les indigènes, les Sénégalais n'avaient pas le droit de réaliser. Et donc cette femme, Bissine Thérèse Diop, ça a été en fait la première actrice de ce cinéma. Ce film, il a été primé dans le monde entier. La fondation de Martin Scorsese l'a restauré il y a pas longtemps. Et il s'avère que peu de gens savaient que Bissine était encore vivante. Encore aujourd'hui, elle est vivante. Elle habite à Paris, boulevard Voltaire. Et moi, je l'ai rencontrée parce que j'ai travaillé justement quand je faisais du casting dans mes premières expériences dans le cinéma. J'ai eu la chance de travailler avec une réalisatrice franco-sénégalaise qui s'appelle Maïmouna Doucouré, qui a fait un film qui s'appelle Mignonne. C'était son premier long métrage. Et moi, j'ai travaillé sur les castings de ce film. Et j'ai rencontré Mbissine à ce moment-là. Et en fait, quand on l'a rencontrée pour le casting, on s'est rendu compte que c'était l'actrice de La Noire 2. Et moi, ce film, je l'avais étudié à l'université. Et ça a été un choc. Et on est restés amis. On a continué à se parler après le film. Et moi, quand j'ai repris des études en production, j'avais un projet d'école où je devais réaliser un documentaire. Et donc, j'ai décidé de le faire sur elle. Et donc là, j'ai fait ce court-métrage qui s'appelle Notre mémoire. Et depuis, je travaille sur un projet de fiction que j'aimerais faire sur sa vie. Parce qu'elle m'a raconté toute sa vie, l'époque, les années 60. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui parlent de l'époque de nos grands-parents. En fait, on voit pas assez de films d'époque. On raconte l'esclavage, on raconte la Shoah. Mais on raconte pas la décolonisation. On raconte très peu la colonisation du point de vue des gens qui l'ont vécu. Et moi, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est ce projet s'appelle Une actrice noire. Et donc, j'ai eu la chance d'être prise en résidence à Dakar, à la galerie Célé-Bayonne. Et donc, j'ai pu faire une exposition où j'ai montré donc toutes ces images que j'avais filmées de Mbissine.
et de parler un peu du projet de film. Ouais, c'est totalement incroyable. Mm, Et du coup, justement, tu as eu la rencontre avec cette grande dame du Mhm. cinéma sénégalais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'il t'a impacté le plus? Alors, on va pleurer encore. Exemplaire! Non, mais elle m'a raconté, bah déjà, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que il y a beaucoup de choses qu'elle disait qui étaient encore actuelles. Elle parlait du fait que à l'époque, quand elle a fait le film, les gens l'ont traité de putain. Les gens l'ont traité de fille de joie, parce que bah c'était en 1966. Elle a fait ce film et ce film, il faut savoir qu'il parle d'une femme de ménage qui est à Dakar et qui suit la famille dont elle s'occupe, la famille blanche française en France, dans le sud de la France. Sauf qu'elle est enfermée toute la journée. Elle a laissé son amoureux à Dakar et en fait, elle finit par se donner la mort. Et c'est une histoire vraie. Ousmane Sembène, le réalisateur, il a vu l'histoire dans les journaux. Il y avait même pas de nom. Il y avait juste écrit une négresse est morte à l'époque. Lui, il a pris cette histoire, il en a fait une nouvelle, puis après, il a fait le film. Et Mbissine, elle a eu le courage de jouer ce rôle parce que à l'époque, en 1966, au Sénégal, si je dis même au Sénégal aujourd'hui, c'est un pays musulman, on parle de suicide, ça ne se fait pas. C'est péché. Et Mbissine, elle a eu le courage de faire ça, alors qu'en plus, elle venait d'une famille qui était assez aisée. Donc, être actrice quand on vient d'une bonne famille, c'est très mal vu, encore aujourd'hui. Et donc, elle a eu le courage de faire ce film et elle n'a pas été soutenue après. Et les gens l'ont oubliée. Les gens n'ont pas voulu lui donner de récompense alors qu'elle avait donné une spectaculaire prestation. Et elle a eu beaucoup de mal après à continuer à jouer, à être actrice, alors que c'était une époque, on parle des années 60, c'est la même époque que Marilyn Monroe. Elle devrait être aussi connue que des gens comme ça, mais comme c'était une Africaine, elle n'a pas été connue. Et donc, moi, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, encore aujourd'hui, il y a des actrices africaines qu'on oublie, dont on parle pas, à qui on donne pas d'Oscar, de récompense, des Viola Davis qui disent qu'elles sont pas aussi bien payées que les actrices blanches. Donc moi, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, il faut faire ce film. Faut vraiment rendre hommage à ces grandes dames. Il faut lui rendre hommage pour aussi les générations futures, pour que les autres actrices qui viendront après se battent et ne fassent pas comme elle, ne se laissent pas oublier. Très intéressant. Bon, on va un peu oublier l'instant pleurs, on Voilà. va détendre l'atmosphère, voilà. Et on va passer à une rubrique que j'aime faire, qu'en général mes invités n'aiment pas. Ah, ouf! Le scanner! C'est quoi le scanner? Je vais te poser des questions simples. Par exemple, qu'est-ce que Johanna aime manger? Johanna aime manger, tout court. Après, qu'est-ce que j'aime manger? La nourriture de ma mère, hein. Tchèp, tchéboudienne, yassa, tchébouillap, tout ça, quoi. Après, ma mère, elle aime beaucoup. Faut savoir que ma mère, on a grandi dans le 13e, dans le quartier chinois. Et ma mère aime beaucoup la nourriture asiatique, ce qui est très étonnant. Mais du coup, elle cuisine aussi de la nourriture asiatique. Et elle aime beaucoup les soupes pho, les sushis, tout ça. Nous, on adore. Donc, j'aime beaucoup aussi la nourriture asiatique. Un vrai cocktail, un vrai mélange. Voilà, toujours. Toujours dans le mélange. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée? Ah, c'est pas facile. J'aime beaucoup le bleu. Ok, pourquoi? Je trouve que c'est une couleur très, pour moi, très spirituelle. C'est la couleur de l'eau, c'est la couleur de la planète, c'est la couleur du ciel. Ça, c'est très spirituel. Musique préférée? Oh là, c'est dur ça. C'est trop dur, mais en ce moment, j'écoute beaucoup de Théodora, comme tout le monde, hein, en France, pour donner une artiste francophone. Après, j'aime bien la musique afro-américaine, le gospel, que je disais, j'aime bien le gospel. Voilà, j'aime tout ce aussi qui est folk. J'ai bien aimé l'album de Beyoncé, la Cowboy Carter, parce que c'était très guitare, tout ça. Et je l'ai vu en concert. Ah ouais. Ouais, voilà. Spectacle. Ton actrice préférée? C'est trop dur. Ça, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment très dur. Je dirais Mbissine Thérèse Diop, déjà. En plus contemporaine, plus récente, est-ce que je peux dire un acteur? Oui. Salif Cissé, qui est un jeune acteur franco-sénégalais, qui joue dans mon dernier court-métrage, mais qui a joué aussi dans Le Répondeur récemment, qui est un jeune acteur montant. Pour moi, il a joué dans la série de Omar Sy, Lupin, sur Netflix. Et pour moi, c'est vraiment le prochain grand acteur de notre génération en France.
Ton film préféré? Mais c'est pas possible. Demander ça à un réalisateur, c'est trop dur. Je dirais Yen de Djibril Diop Mambéty, qui est un grand réalisateur sénégalais aussi, qui nous a quittés trop tôt dans les années 90, et qui est un film pareil sur une femme qui revient au pays après avoir immigré, que pareil on a traité de prostituée parce que elle était tombée enceinte, et qui se venge, et elle demande, elle a beaucoup d'argent et elle dit à tout le village, je vous donne tout l'argent que vous voulez, mais il faut tuer mon ancien copain. Et donc là ça devient un truc moral, ça devient un truc moral où le village ne sait pas s'ils vont le tuer parce qu'ils ont besoin d'argent. Et je trouve que ça parle bien de nos pays et de comment le capitalisme a un peu détruit nos communautés en Afrique. Mais ça montre aussi comment l'Afrique a quand même sa culture et sa manière de gérer ça, où tout est toujours fait avec poésie, avec règles. Mais quand même, bon, voilà, malheureusement, c'est moral, quoi. Ta citation préférée? Ma situation? Citation, pardon. Citation préférée? En ce moment, je travaille sur un documentaire sur une résidence d'artistes qui s'appelle Je suis un océan noir, et c'est tiré d'un poème de Maya Angelou, une autrice afro-américaine. Et elle dit, et dans tout son poème en fait, elle dit que malgré tout, le poème s'appelle Still I Rise, que malgré tout, elle s'élève. Et donc tout ce poème, je ne le connais pas par cœur, mais tout ce poème, c'est ma citation préférée, c'est que malgré tout, je m'élève. Dernière question, ta plus grosse bêtise? J'en ai fait tellement. La plus grosse. La plus grosse. C'est dur, hein. Je dirais que ma plus grosse bêtise. Je dirais que ma plus grosse bêtise, je sais pas si c'est une bêtise, mais ce serait de... j'arrive pas à trouver. Alors, franchement, j'arrive pas à trouver. Je fais des petites bêtises tous les jours. Je dirais c'est quand je mange pas bien. Je pense que ma plus grosse bêtise, ça a été de pas bien manger et de pas forcément prendre soin de moi parfois. Mais c'est fini. Maintenant, je vais au sport souvent et je fais attention. Ne reproduisez pas ça chez vous. Voilà, prendre soin de soi, ne pas boire d'alcool, voilà. Avec modération. Avec modération. Tout ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Joanna. Tu as survécu. J'ai survécu, c'est pas facile, hein. À l'exercice du scanner. Ok, Joanna, on va parler femmes, noires et cinéma. Beaucoup de choses à dire. C'est un thème qui fâche. Et il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, en ce moment, en 2025, est-ce que toi, en tant que jeune femme réalisatrice, productrice, qu'est-ce que tu penses justement de la place de la femme noire dans le cinéma? Alors, après, il faut dire, il y a la place de la femme noire dans le cinéma globalement. Après, il y a la place de la femme noire dans le cinéma français. C'est le cinéma dans lequel moi, je m'inscris pour l'instant. C'est l'industrie dans laquelle je m'inscris. Je pense que c'est une position qui est très compliquée encore aujourd'hui. On n'a pas la même industrie qu'aux États-Unis en ce qui concerne la représentation des personnes noires, je pense. Je trouve qu'en Afrique, il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de grandes actrices qui émergent de Nollywood, des séries sénégalaises, ivoiriennes. Il y a beaucoup de grandes actrices. Je pense que le problème sur le continent, c'est plus que les femmes soient bien payées et qu'elles soient protégées aussi, qu'on les traite pas mal, qu'elles soient pas exclues des communautés parce qu'elles font ce métier-là, parce que c'est un métier important. Beaucoup de gens confondent les films avec la réalité, donc du coup, quand on voit une actrice qui va embrasser un acteur, on va dire que c'est une machin. Et moi, c'est ce qui me dérange. En France, il y a un gros problème de représentation. On n'est pas assez représenté. On n'est pas assez payé aussi. Et je pense j'espère que ça tend à changer. Il y a de belles actrices qui émergent aussi. Il y a des actrices que j'admire qui parlent beaucoup de cette question-là, comme Aïssa Maïga, qui est une actrice très importante en France sur ces questions-là et qui a une carrière incroyable. Mais voilà, moi en tant que femme, jeune productrice, en plus on est deux femmes noires productrices dans notre société, c'est très rare. Et donc c'est vrai qu'on a encore beaucoup de mal à se faire entendre, à se faire accepter et à avoir du soutien, parce que c'est des métiers de réseau, c'est des métiers de soutien, et c'est encore difficile. Toi, justement, qui as eu l'occasion et le privilège d'aller aussi au Sénégal, au Congo, quand tu vois la condition des jeunes actrices de là-bas, qu'est-ce que tu penses concrètement?
Bah, moi, je pense que, en général, les industries, elles sont pas encore assez protégées par l'État. Et ça, c'est un problème parce que on sait tous que le pouvoir du cinéma, c'est pas pour rien si Hollywood, c'était pendant longtemps le premier cinéma du monde, si l'Israël est très forte en série, en cinéma. Le cinéma, c'est important parce que ça forge une nation. Ça donne l'image d'un pays. Et aujourd'hui, on est dans une société de l'image. Tout le monde est sur son téléphone, tout le monde regarde les images, Internet, les réseaux sociaux. Donc on peut pas faire l'impasse d'investir dans nos talents et de donner une bonne image de notre pays. On ne doit pas attendre que d'autres pays investissent pour donner l'image qu'ils veulent de notre pays. Parce que le cinéma, les séries, c'est de la propagande. C'est des gros mots que j'utilise, mais c'est la réalité. Il faut qu'on soit honnête aujourd'hui. Quand nos mamans, tout ça, regardent TikTok, ça véhicule des messages et ça reste. Donc quand on voit que des délinquants, que des mauvaises histoires sur nos pays d'origine, et ben ça forge un imaginaire chez les jeunes. Et le contraire est pareil. Mais justement, à ton avis, pourquoi l'industrie créative n'est pas aussi financée dans nos pays? Parce que je trouve que avec les années qui passent et tout, on a de bons films, on a des belles productions, on a des acteurs qui émergent, mais on a un peu l'impression que c'est encore à la ramasse. Ouais, je pense que encore une fois, je pense que c'est les États qui doivent vraiment s'emparer de ces questions-là, investir et prendre ça au sérieux. Je pense que le problème, c'est ça. Aujourd'hui, les États ne veulent pas, ils pensent qu'il y a des dépenses plus importantes. Il y en a, effectivement, il y en a, mais on peut quand même investir un petit peu ou ne serait-ce que aider, faciliter la jeunesse. Après, il y a des choses qui ont été faites. Franchement, depuis 10 ans, c'est beaucoup mieux. Non, c'est nettement mieux. Travailler, 2 femmes qui travaillent. Bon, toi, dans ton cas, c'est ta grande sœur. Mais on est un peu méfiant quand on sent que c'est 2 femmes qui bossent ensemble parce on s'est dit, bon, au final, un jour, elles vont s'étirer les cheveux, vont s'écréper le chignon. Pourquoi? Comment c'est de bosser avec sa sœur? Avec ma sœur. Alors, avec ma sœur, c'est la meilleure. Avant de travailler avec ma sœur, moi, j'ai essayé d'autres configurations. J'ai travaillé beaucoup avec mes amis. Et en fait, on est dans des métiers très concurrentiels. Très difficile. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je travaille avec d'autres gens, ils n'allaient pas forcément dans ma direction. Moi, j'ai une vision qui est très claire. Je fais du cinéma pour changer les imaginaires. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste la réussite sociale pour moi dans le fait de faire des films. C'est vraiment, je veux raconter les histoires de ma famille, de mes parents, des gens qui nous ressemblent, qui ont été oubliés, des gens comme Bissine. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui voyaient le cinéma à l'image comme vraiment une réussite sociale. Et donc, c'était très difficile de naviguer dans la même direction et d'avancer plus vite. Mais tout seul, on peut pas avancer et on a besoin de travailler en groupe, en collectif. Et donc, le challenge dans ces métiers, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer. Et en fait, avec ma sœur, ça a été une évidence parce que ma sœur, déjà, elle travaillait dans la pub, dans la comptabilité. Elle est plutôt côté paperasse, administratif. Mais ce qui a été une évidence, c'est qu'on avait les mêmes valeurs. Et en fait, on sous-estime parfois, on se dit, je vais travailler avec elle parce qu'elle sait faire ça, moi je sais faire ça. Mais les valeurs, c'est important. Et en fait, on partageait les mêmes valeurs sur ce qu'on veut raconter, sur pourquoi on fait des films et sur le fait qu'on n'a pas peur de ne pas réussir. Tout ce qui compte, c'est d'essayer et c'est de se battre. Et en fait, depuis que je travaille avec ma sœur, je suis soulagée parce que j'ai un allié, j'ai un bras droit. Et déjà, c'est l'aîné. Donc, vous savez, les grandes sœurs, je sais pas si toi, t'es grande sœur. Oui, je suis l'aînée. T'es l'aînée. Voilà. Ah ben, l'aînée, voilà. On sait tous ce que c'est d'être une femme aînée dans une famille africaine. C'est très dur. C'est un rôle important. Et ma sœur, ça a été comme ma maman. Ça a été le bras droit de ma maman. Donc, en fait, c'est presque comme si elle continuait son travail d'aînée. Mais sauf que elle aime le cinéma, elle aime l'image et elle apprend un nouveau métier. Et c'est quelque chose qui l'anime aussi, qu'elle admire énormément. Et c'est un privilège pour nous d'être dans cette industrie, parce que c'est une industrie souvent qui est réservée à des gens privilégiés, etc. Donc, de venir toutes les deux en force, en famille, même les gens, je pense que ça les impressionne de se dire que voilà, on a décidé de faire ça. Quelles sont tes actualités? Waouh. Alors, les actualités, on a la chance. Donc, on vient de gagner un fonds il y a 1 an et demi avec Slash et France Télévisions pour développer une série sur les premières femmes noires qui ont étudié à la Sorbonne. Wow, ça s'appelle Les Premières. C'est une série qui parlera donc de la vie des sœurs Nardal,
Paulette et Jeanne Nardal, qui sont originaires de la Martinique. On a co-créé la série avec Léa Mormin-Chauvac. Et donc là, on continue à la développer et à travailler avec des diffuseurs pour qu'elle voit le jour, on espère. Là, je viens de finir donc un court-métrage qui s'appelle Happy Meal avec Salif Cissé, dont je parlais tout à l'heure, qui est un acteur incroyable, qui parle des violences conjugales et de voilà comment on travaille les émotions. Quelque chose dont on parle pas beaucoup dans nos cultures, la thérapie, le fait de faire des thérapies, de gérer sa colère. Donc ce film, il vient d'être sélectionné dans un festival en octobre. Donc je dis pas encore le nom du festival, mais voilà, suivez l'actualité, ce sera en octobre, voilà. Et puis je viens de décrocher donc un prix de post-résidence. Je fais une résidence aux États-Unis. Je travaille sur une danseuse qui s'appelle Sabrina Marie Ramsey, qui est une jeune danseuse de la Alvin Ailey, qui est une ballerine afro-américaine et qui vient du Texas et de la Louisiane. Et donc sa famille, c'est des gens qui viennent de la terre, de la culture, et elle, c'est la première à monter à la ville pour faire un métier culturel. Donc ça rappelle un peu voilà nos histoires et le fait de sortir de son milieu d'origine pour réussir. Et donc, je travaille sur ce projet qui, j'espère, viendra le jour. C'est un film documentaire. Et donc, je suis beaucoup aux États-Unis là depuis 2 ans. Et là, je continue un peu à y aller. Voilà. En tout cas, félicitations pour ce parcours, pour tous ces prix. Je vais te laisser ton mot de la fin et surtout, où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Du coup, sur les réseaux, je suis sur Instagram beaucoup, Maccabi Johanna. Je suis un petit peu sur TikTok là depuis quelques temps, mais je crois que je vais faire doucement parce que ça rend vraiment accro TikTok. Faut faire vraiment attention. Tout à fait. J'écoute beaucoup de podcasts moi aussi. Donc peut-être bientôt que je me lancerai. Mais ouais, surtout Insta et un petit peu TikTok. Et après, on peut retrouver mon travail en festival en suivant mon actualité. Voilà, j'ai une page Vimeo. Si on me Google aussi, on peut trouver quelques extraits. Et voilà. Merci beaucoup, Johanna. En tout cas, nous, on a été très heureux de te recevoir. J'ai appris beaucoup de choses et je suis tout aussi bluffée par ton parcours, toute cette profondeur que tu as. En tout cas, on te soutiendra. On te soutiendra, on partagera tes réalisations et puis voilà, on te souhaite vraiment le meilleur. Ouais. Et moi, je voulais te remercier parce que c'est une super émission et c'est tellement important. C'est comme le fait d'être productrice. C'est tellement important d'avoir des plateformes, des journalistes, des gens qui nous donnent une place et qui permettent à tout le monde d'être vu et entendu. Donc, merci pour tout ton travail. Et j'espère te voir à la télévision bientôt. Ça fait la deuxième personne qui me dit ça. Donc, si je la deviens télévision. Actrice, voilà. Si je deviens actrice un jour, ne soyez pas étonnés. Exactement. Ben moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement pour la découverte d'un parcours inspirant. Merci à toute l'équipe. Merci à l'équipe Africain TV. Merci à Faisal, le grand boss. Et nous, on se retrouve très bientôt. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. Ciao! Nous sommes à Paris, 1935. Petit café dans mon bistrot préféré. Vous vous demandez peut-être qui je suis. Moi, c'est Paulette, mondaine de mon temps et organisatrice de salons littéraires. La négritude, vous connaissez ? Senghor, Césaire, tout ça. C'était moi. Non mais regardez-moi ce clown grotesque là-bas. Nous venons de si loin, par exemple. Ma sœur Jeanne et moi sommes les premières femmes noires à avoir étudié à la Sorbonne. Tout ça pour ça. J'exagère peut-être. Trop préoccupée par le regard des autres. Et puis, n'est-il pas beau, comme un prince sénégalais déchu? Super monologue, vraiment. Mais cessez les crises existentielles, ma chère. Ils se croient supérieurs, mais ils rient de leurs propres bêtises. Eh bien, qu'ils le fassent en crachant les deniers. Vous permettez ?